Vous pensiez que Tron était le premier film avec de l'image de synthèse? Que le morphing était apparu pour la première fois au cinéma avec Willow? Que Pixar ne faisait que des courts-métrages avant Toy Story? Que Disney était les premiers à intégrer de la synthèse dans leurs films d'animation? Pauvre naïf. Bienvenue dans CGM, l'émission qui retrace pour vous les débuts de l'image de synthèse au cinéma. L'aventure commence dans notre monde, de ce côté de l'écran vidéo, et plonge dans un micro-univers qui vit et respire dans les espaces de l'imaginaire. Ce monde, c'est celui de Tron, une odyssée sans précédent, un événement cinématographique sorti voilà plus de 30 ans aux États-Unis. Seulement voilà, cet épisode de CGM ne va pas vous apprendre ce que le commun des mortels savait déjà, à savoir que Tron était le premier film à utiliser de l'image de synthèse de façon massive au cinéma. Non, ça, vous prenez n'importe quelle vidéo sur le premier site de partage venu, sans analyse bien sûr, et vous l'entendrez jusqu'à ce que vos oreilles en saignent. Ce que vous allez découvrir dans cet épisode, c'est avant tout comment 4 des plus grosses compagnies d'imagerie numérique de l'époque ont travaillé pour créer et donner la vie au premier univers virtuel de l'histoire du cinéma. Car bon, confier la réalisation de près de 20 minutes entièrement générées en images de synthèse à une seule compagnie d'alors, c'était légèrement suicidaire. Et vous allez voir que chacune d'entre elles avait sa propre technique et méthode de travail, en plus d'un savoir-faire et d'origine parfois très éloigné de l'industrie du cinéma. Leur monde vous attend de l'autre côté de l'écran. La première des 4 compagnies ayant travaillé sur Tron, c'est Robert Abel & Associates, que j'évoquais déjà avec vous dans l'épisode 5 de CGM. Fondée en 1971 par Con Peterson et Robert Abel, cette société californienne utilisait un ordinateur Evans et Sutherland, ce qui leur permettait d'afficher des graphismes vectoriels et ainsi de prévisualiser des scènes dans leur intégralité. À une époque où le calcul d'une simple séquence pouvait prendre plusieurs heures au minimum, ils étaient donc les premiers à réellement voir ce qu'ils faisaient, au lieu de calculer des trajectoires pour animer leurs objets à l'écran. Une technique qui leur permettra d'ailleurs de travailler avec Disney, 3 bonnes élèves en Tron, avec la fameuse séquence d'introduction de The Black Hole, entièrement réalisée en wireframe que je vais vous présenter dans l'épisode 3 de CGM. Oui, wireframe, vectoriel, même combat. La seconde compagnie, mais également celle qui peut être considérée comme la première à avoir créé un personnage virtuel de toute pièce dans un film, c'est Digital Effects. Fondée à New York en 1978 par Jeff Kleiser et 6 autres partenaires, Digital Effects avait une façon assez unique de calculer des images de synthèse. Elle effectuait ses rendus à distance. À l'époque, les animateurs travaillaient sur un terminal Tektronix 4013 qui communiquait avec un Amdahl V6 à 330 km de là, dans l'état du Maryland, par modem 1200 baux. Loin, très loin du 56K. Mais ça, c'était de jour, puisqu'en pleine nuit, Digital Effects avait la possibilité d'utiliser un IBM System 370 situé dans une agence publicitaire de New York. Néanmoins, afin de procéder à l'impression des images calculées sur pellicule, les informations devaient ensuite transiter jusqu'à Los Angeles, chez Information International Inc., sous forme de bande magnétique. Vous pensez que c'est fini? Vous avez tort. Les images imprimées sur pellicule devaient ensuite revenir à New York pour être finalisées par Technicolor. Oh, et devinez combien de polygones pouvaient être rendus à la seconde avec un tel système? 1. Fort heureusement, de par l'achat d'une imprimante de film pellicule d'Icomet pour une bouchée de pain par rapport à son prix original de 300 000 $, la production d'images pour Tron ne fut pas aussi problématique que précédemment décrite. La troisième compagnie qui a travaillé sur Tron, c'est bien sûr Information International Inc. Fondée en 1962 par un ancien pilote de chasse, Ed Fredkin, Triple I est la toute première compagnie à avoir travaillé les images de synthèse pour l'industrie cinématographique, bien qu'elle ne produisait à ses débuts que de l'équipement de traitement de l'image ainsi que des scanners digitaux. Basée à Los Angeles au moment de la production de Tron, elle avait auparavant fait ses premières armes sur Westworld et Future World, dont je vous parlais dans les 2 premiers épisodes de CGM. C'est d'ailleurs la fameuse animation du jongleur, Adam Powers, qui convaincra Disney du potentiel des images de synthèse pour Tron. Mais passons plutôt à la 4e et dernière compagnie, Magi. Fondée en 1966 par Philip Mittelman et 2 autres associés, Mathematicals Application Group Inc., ou Magi en abrégé, était à la base une société new-yorkaise employée par le gouvernement américain pour simuler les effets des radiations nucléaires sur l'homme. Ce n'est qu'à partir de 1972, avec l'introduction du système Syntavision sur le marché publicitaire, que la compagnie commença à développer de l'image de synthèse à l'aide de plusieurs IBM System 360. D'un seul coup, avec un seul IBM System 370 utilisable pendant la nuit, Digital Effects paraît tout petit, non? Mieux encore, Magi fut la première société à utiliser la technique du ray tracing ou simulation de la réfraction naturelle de la lumière dans l'ordinateur, ce qui leur permettait de calculer des formes géométriques avec une très grande précision, de créer du mouvement de façon fluide et ainsi d'obtenir des images d'excellente qualité pour l'époque. Magi Syntavision était également l'une des rares compagnies d'alors à directement créer de l'image de synthèse de façon logicielle, là où ses concurrents devaient obligatoirement scanner un modèle physique. Mais alors, me direz-vous, pourquoi passer autant de temps à détailler ces 4 compagnies? Eh bien tout simplement parce que ce sont les caractéristiques propres à chaque compagnie
qui ont donné cet aspect si particulier à Tron. Lorsque les spectateurs découvrent le film de Steven Lisberger en France le 15 décembre 1982, un peu plus de 5 mois après les États-Unis, ils sont directement introduits au monde de Tron avec un collage de 2 séquences rendues par 2 compagnies distinctes, Digital Effects pour la création de Tron et Robert Abel & Associates pour ce qui est de la plongée dans le monde électronique. Pour ce qui est de la création de Tron, c'est en fait un simple assemblage de diverses formes géométriques provenant de tous les côtés qui viennent se placer en contre-jour sur une source lumineuse au centre de l'image. Et juste au moment où le personnage pourrait apparaître en 3D polygoné, une habile transition s'opère devant les yeux du spectateur qui ne voit plus que les contours bleutés du costume. L'illusion est parfaite pour l'époque. Pas mal pour une compagnie qui rendait des images à 1 polygone par seconde, non ? Puis, lorsque le logo du film apparaît, le monde électronique et ses milliers de points lumineux s'étendent à perte de vue. Tout cela est en fait le résultat d'une séquence réalisée en plusieurs passes, avec différents filtres pour ajouter de la couleur. Car si la compagnie pouvait prévisualiser une séquence en intégralité, le revers de la médaille était qu'elle ne pouvait rendre ces images autrement qu'en noir et blanc. Et pour l'impression sur celluloïd, pire encore, puisque c'était l'écran qui devait être filmé, et pas qu'une fois. Cette surexposition à une caméra avait d'ailleurs ses défauts, et l'on le voit vraiment au moment où Flynn passe du monde réel au monde virtuel. Après une succession d'arabesques géométriques des plus bluffants, le spectateur est plongé dans un tunnel de triangle sur lequel son point de vue rebondit littéralement, comme heurtant des parois. À ce moment-là, une sorte d'éclair bleuté traverse l'image à la verticale. Il ne s'agit pas d'un effet, mais bien d'un problème d'exposition suite à l'assemblage des différentes passes de la caméra. Le film nous montre ensuite une sorte de planète, entièrement faite de polygones pourrait-on croire, mais en fait pas vraiment. Les nuages électroniques, par exemple, ne sont qu'une succession de lignes qui apparaissent comme un objet solide de par la résolution d'origine de l'image. Ce n'est que lorsque la caméra virtuelle nous laisse voir le sol de triangle que l'on aperçoit l'ombre faite de lignes émanant de ces nuages. Grâce aux environnements générés par ordinateur, fini les problèmes de caméra physique. Comme pour le Genesis Effect de Star Trek 2, l'image de synthèse permet dans Tron de présenter des objets sous des angles normalement impossibles à exploiter physiquement. Ainsi, dans la scène où le programme Clou est mandaté par Flynn pour retrouver un fichier dans la mémoire du MCP, son tank nous est introduit à l'écran après un mouvement de caméra spectaculaire. 180 degrés, descente en piqué, virage à droite, le tout en se rapprochant toujours plus du modèle 3D et cela sans coupure, voilà bien une séquence qui aurait été difficile, voire même impossible à reproduire dans la vie réelle. Toute la scène a d'ailleurs été réalisée par Majai, à l'exception d'un petit personnage, le Beat. Celui-ci a en effet été créé par Digital Effects et est considéré comme le premier personnage virtuel entièrement réalisé en image de synthèse. Pourtant, il est très simple et la méthode de rendu de Digital Effects n'y est certainement pas étrangère. Mieux encore, son animation n'était pas calée sur ses répliques, ce qui aura donné du travail supplémentaire aux animateurs qui durent caler les oui et non image par image. Certains pensent cependant que l'honneur du premier personnage virtuel devrait revenir au Chevalier du Vitrail de Young Sherlock Holmes, créé par Pixar en 1985 alors qu'il faisait encore partie de Lucasfilm. Mais demandons plutôt à l'intéressé ce qu'il en pense. Tu penses que tu es le premier personnage virtuel donc ? Ce n'est donc pas le Chevalier au Vitrail ? Bon bah ok, je pense que tout est dit. Revenons au travail effectué par Majai. La poursuite du tank de Clou par les reconnaisseurs n'est en effet pas l'un des moments les plus mémorables du film, et pour cause, puisque la compagnie a réalisé une scène qui, à elle seule, servira de base pour le teaser de Tron Legacy au Comic Con de San Diego en 2009. Vous entendez ce bruit, ce son si particulier ? Quoi ? Non, allez, je vais quand même pas vous dire ce que c'est. Bon, ok, d'accord. Il s'agit des cycles lumière. Ah, les fameuses motos hyper léchées de Tron, designées par le génial Sid Mead. Oui, non, pardon, adapté du design original de Sid Mead en fait, car Majai était incapable de rendre en image de synthèse la vision qu'il en avait à l'époque. Le pilote devait en effet être une extension de la moto, plutôt que d'être enfermé dans son habitacle, ce qui sera finalement achevé 28 ans plus tard dans Tron Legacy. Mais comment les cycles lumière ont-ils été créés ? Tout comme les reconnaisseurs et autres tanks, les cycles lumière sont en fait un assemblage de formes géométriques, ou plutôt de formes créées par l'intersection de géométrie. Sur ce test d'époque, on voit ainsi comment une roue, ou encore une vitre, ont été fabriquées sans scanner de plan point par point. Néanmoins, pour créer du mouvement, l'affaire était loin d'être dans le sac. Imaginez que vous ne pouvez voir des animations en wireframe qu'une seule image à la fois. Comment est-ce que vous faites pour la vérifier ? À la main. Pour chaque objet calculé par image, il fallait déterminer 6 chiffres de positionnement dans l'espace. Et comme les tableurs, internet et consorts, ça n'existait pas encore, ce type d'opération devait être répété constamment pour espérer obtenir une séquence complète. Pour vous donner une idée, 600 chiffres ça faisait à peine 4 secondes de film. Après les avoir rentrés dans l'ordinateur, bien sûr. De même, la mémoire des machines utilisées était sérieusement limitée. On comptait ainsi 2 mégaoctets de mémoire vive pour un disque dur de 330 mégaoctets de la taille d'une machine à laver. Des problèmes de distance d'affichage pouvaient alors survenir pour le rendu des scènes, ce qui fut réglé en utilisant une fonction de fondu au noir qui se déclenchait selon l'intervalle calculé entre 2 points. Il est d'ailleurs à noter que, parmi les animateurs de cette scène, on comptait un certain Chris Wedge. Oui, le même Chris Wedge qui allait réaliser 20 ans plus tard l'un des films d'animation culte de Blue Sky Studio
Studios, L'Âge de glace, en plus d'interpréter l'écureuil préhistorique Scrat à la perfection. Mais si Madjai a fait les tanks, les cycles lumière, les reconnaisseurs, qu'a fait Triple I ? Information International Inc. était la seule des 4 compagnies qui possédaient alors les moyens de créer des images de synthèse complexes, puisque leur méthode de travail consistait à scanner point par point des plans au modèle physique. Steven Lisberger, réalisateur de Tron, pensa donc tout naturellement à eux, compte tenu de l'expérience acquise sur des précédentes productions comme Looker, film que j'ai évoqué avec vous dans l'épisode 4 de CGM. Il est d'ailleurs à noter que c'est le réalisateur des effets numériques de ce dernier, Richard Taylor, qui servira de directeur des effets spéciaux sur Tron. Son job consistait notamment à accorder les méthodes de travail des 4 compagnies d'effets numériques afin de donner un résultat homogène au long métrage final. C'est aussi lui qui a designé les costumes des acteurs, en reprenant notamment les concepts imaginés à la base par un Français, le très regretté Jean Giraud, alias Möbius. Mais au-delà de son rôle sur le film, ce sont les images de Triple I qui sont les plus impressionnantes sur Tron. Le Master Control Program, ou Maître Contrôle Principal en français, est un visage aux lèvres mouvantes, entièrement réalisé en wireframe bleuté, froid et impersonnel pour que l'audience ne puisse s'identifier à lui. Tout comme le beat de Digital Effects, son animation a dû être refaite en image par image afin de bien synchroniser les lèvres sur la voix. Cependant, si ce modèle est celui que l'on voit le plus dans le film, il apparaît également à la toute fin, cette fois entièrement paré de rouge, avec de l'animation supplémentaire pour les yeux ainsi que les sourcils. Il ne parle bien sûr que sur les plans fixes, ou avec un travelling avant sur son visage, mais les saccades dues au montage image par image, réalisé pour la version wireframe, ont ici complètement disparu. Se pourrait-il que les animateurs aient fait de la synchro labiale pour cette scène en particulier ? Entre les deux versions du MCP, il y a 2 objets 3D dans le film qui ont demandé tous les efforts de Triple I. Le premier, c'est bien sûr le vaisseau de Sark, designé par Sid Mead, et qui est très certainement l'élément en image de synthèse le plus visible tout au long du film. Pourtant, lors d'une scène mixant celui-ci avec les tanks créés par Madjai, le modèle 3D apparaît étrangement plus simple, tandis que les arches situant son avant n'ont carrément plus la même position. Il s'agira en fait d'un modèle du vaisseau réalisé par Madjai, et non par Triple I, ce qui expliquerait la différence notable. Le second objet, et probablement le plus élégant de tout le film, c'est bien sûr le voilier solaire auquel le spectateur est introduit de par sa construction dans la seconde moitié du film. Dessiné par feu Möbius, le voilier solaire est un vaisseau qui aura nécessité la somme à l'époque folle de 15 000 polygones pour son animation. Un nombre aujourd'hui bien désuet en comparaison des quelques 30 000 polygones constituant le personnage de Nathan Drake dans Uncharted pour PlayStation 3, mais qui mettait alors à genoux le Super Funly F1, l'ordinateur utilisé pour le rendu chez Triple I. Forcément, avec 11 MHz et à peine 4,5 millions d'opérations à la seconde, il n'y a pas photo en fait. Le voilier solaire nécessita également de créer de la transparence pour les voiles, chose qui n'avait tout simplement jamais été faite dans aucun film auparavant, et qui engendra quelques problèmes avant d'arriver à un résultat appréciable. Ce qui est d'ailleurs assez cocasse, c'est qu'absolument tous les rendus en images de synthèse signés Information International Inc. dans le film possèdent une sorte de transparence wireframe. Cela se remarque tout particulièrement dans la scène où le voilier solaire est au beau milieu d'une tranchée, avec la caméra qui bouge. On distingue ainsi très clairement les aspérités des polygones de l'autre côté, alors qu'ils devraient être invisibles aux yeux du spectateur. Mais au-delà de l'image de synthèse, Tron c'est aussi l'un des rares films à avoir des scènes entièrement tournées sur fond noir et non bleu ou vert. La raison principale à cela était que le long métrage avait été entièrement tourné en noir et blanc, bien sûr, mais aussi pour bien faire ressortir les costumes blancs des acteurs afin de leur donner cet aspect néon lumineux en post-production. Un travail qui aura nécessité pas moins de 800 coloristes d'une entreprise taïwanaise du nom de Cocos Nest et qui explique notamment les nombreux problèmes de sentiment sur les costumes à divers moments du film. Mais avant d'être colorisée, chaque image située dans le monde électronique devait être découpée à la main afin de détourer les acteurs visibles dans les scènes pour plus tard les intégrer à des images fixes calculées par ordinateur. Car oui, mis à part des travelling avant et arrière réalisés en post-production, tous les plans contenant des acteurs sur fond d'images de synthèse sont fixes, faute de puissance suffisante pour reproduire les mouvements de la caméra physique. Pour que cela devienne possible, il faudra patienter jusqu'en 1985 avec le film Young Sherlock Holmes, Le secret de la pyramide en français, et son fameux Chevalier du vitrail. Tron est un film qui, à de nombreux égards, a révolutionné le cinéma. Puisant dans la culture naissante des jeux vidéo, de l'informatique et de l'image de synthèse balbutiante, Steven Lisberger a réussi à créer une œuvre qui a et continue aujourd'hui à inspirer des millions de gens à travers le monde. Pourtant, le long métrage ne rapportera pas d'argent à Disney lors de sa sortie en 1982 et sera même ignoré des Oscars pour avoir osé utiliser de l'image de synthèse en lieu et place des effets traditionnels, chose qui était considérée à l'époque comme une tricherie. Les temps ont bien changé depuis. Pour rester dans le thème de Tron, le prochain épisode de CGM sera consacré au film sorti entre 1983 et 1984 qui se base ou évoque le jeu vidéo et l'informatique avec de l'image de synthèse. Vous pourrez ainsi y voir Nightmares, Wargames, Electric Dreams ou encore Cloak and Dagger. D'ici là, n'hésitez pas à me suivre sur Twitter et ma page Facebook, à partager la vidéo et surtout à la commenter. Salutations au programme.